Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de la petite altercation entre Brigitte Macron et Emmanuel, on va parler de Pascal Praud, on va parler de Gaza, on va parler de la finale de la Ligue des Champions et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie sur Adé Laurent. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire ma chanson à l'aise et moi je m'occupe du reste. On va commencer cette vidéo en parlant de Mustapha Latrassi. On en a déjà parlé, il y a pas mal de propos issus de ses sketchs qui font polémique. On a entendu sa sœur dans la vidéo précédente. Là, elle a remis ça, elle en a dit un petit peu plus sur sa famille, l'éducation et surtout sur son frère. Et du coup, la dernière fois que tu étais en prison, c'était à quel âge et pourquoi c'était la dernière fois? Parce que j'avais envie de fonder une famille. J'avais besoin de briser ce cercle morbide où je n'aimais pas les gens. J'avais grandi dans un milieu où il fallait être antisémite, dans un milieu où il fallait être homophobe, dans un milieu où il fallait être raciste. Et ça ne me convenait pas, ça ne me parlait pas. Je ne suis pas comme ça. Il a un comportement patriarcal, un comportement misogyne. Il est violent avec les femmes. Il rabaisse constamment. Alors, on parle de Mustapha Latrassi, le comique, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Il suffit de faire des recherches sur Google et vous verrez qu'il y a eu des plaintes pour violence contre lui. Je ne l'invente pas. Ouais. Et moi, moi, c'est mon petit frère. Pour moi, c'est une lettre d'amour que je lui ai écrite dans ce livre. Il n'y a pas de violence, je ne le dénigre pas. Je dis que des belles choses sur lui. Et il ne l'a pas perçu comme ça. Il ne l'a pas du tout perçu comme ça. Ouais. Et il a mobilisé son réseau, et son réseau est grand. Ouais. Pour tout simplement me faire bannir de certains plateaux, de beaucoup de plateaux télé en France. Ouais. Donc la promotion est très compliquée. Ouais. Je serai une nana lambda, je ferai ma promotion tout simplement comme tout, mais c'est pas du tout le cas. Donc je me bats plus, je me bats, mais pas à armes égales, et puis je continue à essayer de faire exister l'ouvre musulmane. Ouais, puis en France, il y a quand même aussi cette histoire de gauchistes qui aiment bien que les personnes originaires du Maghreb rentrent dans leur idéologie de la pauvre victime qui est victime des méchants racistes blancs. Et si tu commences à parler un petit peu de ce que tu as subi en violence intrafamiliale, ça colle pas avec leur discours et donc du coup ils ont peut-être aussi moins envie de t'inviter. Enfin, moi je perçois souvent ça dans la sphère médiatique aussi. Ah, c'est possible, mais moi je suis pas déjà je pense pas être une victime, loin de là. Non, carrément pas. Non, carrément pas. Justement, c'est pour ça que tu leur vas pas. Et je ne suis pas là à dénigrer le blanc, je suis française, donc je ne vais pas dénigrer ce que je suis. La France, c'est ma patrie. J'ai deux patries, la France et le Maroc, c'est comme mes deux parents. On ne peut pas demander à quelqu'un de choisir un des deux parents, c'est juste pas possible. Ouais. La France m'a beaucoup apporté beaucoup à mes enfants. On vit dans une sécurité, on a la meilleure couverture sociale d'Europe ou du monde, je pense. Ouais. Donc, je ne peux pas critiquer, non. Je suis mauvais, non. Avec moi, surtout, non, je ne peux pas. Je ne vais pas critiquer. Non, c'est comme si je me critiquais moi-même, je suis française. Alors bien évidemment, il y a plein de trucs non vérifiables, ça reste sa version, sa vérité. On va reparler de l'altercation entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron. En fait, il y a un compte Instagram qui s'appelle Éducateur Influenceur qui a fait un clash en vidéo, en version animée, un espèce de battle de rap. Je vous laisse regarder, c'est incroyable. Moi c'est Brigitte, je suis la patronne de l'Elysée. C'est moi qui prends les décisions, je suis là pour te pulvériser. Tu fais l'ancien, tu ferais mieux de fermer ta bouche. À l'âge où j'accouchais, tu faisais caca dans ta couche. Je te gifle quand je veux, mon petit Manu, je te fuck. Je suis pas Jean-Michel Trogneux, mais tu vas voir, j'en ai dans le froc. Mon chéri, t'as oublié, je suis pas qu'une petite blondinette. Après la gifle dans le jet, je te mets la fessée en direct. Oh là là, Brigitte vient de mettre à l'amende Manu premier. Allez Manu, à toi de jouer. Hey Brigitte, tu perds la boule, t'es sénile, t'as des alus. Quand tu t'adresses à moi, tu dois dire Monseigneur Manu. L'élève va dépasser le maître, pour toi y a plus d'espoir. T'étais ma prof de lettres, mais c'est moi qui écris ton histoire. Sans moi t'es personne, t'es nulle part, t'as pas de carrière. T'as 24 ans d'avance, pourtant t'es toujours derrière. Je vais te régler ton compte.
compte, ensuite je vais le clôturer. T'es qu'un amour de jeunesse qui a juste un peu trop duré. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui a gagné le battle selon vous, et encore félicitations, bravo à Éducateur Influenceur, la vidéo elle est insane. Justement, par rapport à la vidéo virale de l'altercation entre Brigitte et Emmanuel Macron, un journaliste a posé la question à Donald Trump, écoutez ce qu'il va dire, c'est assez amusant. J'ai vu une vidéo qui montrait l'épouse du président gifler le président français. Est-ce que vous avez un conseil à donner au président français? Make sure the door remains closed. Fermez la porte. Fermez la porte. Non, je lui ai parlé, il va bien, ils vont bien, ce sont deux personnes de qualité que je connais bien. Je ne sais pas quelle était la raison de cette chamaillerie, mais ils vont très bien. Il y a quelques jours, on avait vu et écouté Guillaume Ancel, écrivain et ancien officier de l'armée française, tenir des propos assez forts sur le plateau de France Info. Eh bien, il a récidivé, persisté et signé avec des mots encore plus forts. Ce sont des mots très très forts que vous employez, on ne peut pas quand même ne pas revenir dessus, des méthodes de nazis. Guillaume Ancel, ils vous appartiennent ces mots, mais oui. Néanmoins, ils sont très forts. Vous ne les jugez pas en y réfléchissant à nouveau un peu excessif? Il n'y a pas que Guillaume Ancel, puisqu'il y a un mandat d'arrêt, comme vous savez, de la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense, précisément pour ces motifs-là, déplacement de population et blocage de l'aide humanitaire. Donc, et ce mandat d'arrêt a été déjà publié. On connaît la portée symbolique de ces mots lorsqu'il s'agit évidemment de l'État israélien. Ce sont les mots que vous choisissez aujourd'hui. Mais je travaille avec le mémorial de la Shoah. D'accord. Ma marraine est juive, donc le premier qui essaye de me traiter d'antisémite comme Netanyahou, il viendra m'expliquer comment il fait les choses. Ce n'est pas ce que je veux faire. Vous savez la portée de ces mots et à quel point ils sont contestés. Je vais les expliquer. Exécuter volontairement une centaine de civils tous les jours, parce que c'est ça que fait Netanyahou aujourd'hui sur la bande de Gaza. Il n'y a même plus de cible du Hamas. C'est des bombardements. Aujourd'hui, on tourne entre 100 et 150 bombardements par jour sur la bande de Gaza. Il n'y a pas de cible militaire. Les militaires israéliens essayent de convaincre Netanyahou d'arrêter cette boucherie, et lui leur répond, je pense à Yair Golan, qui est quand même le patron de la gauche israélienne, qui est un ancien général. Il le traite d'antisémite. Mais enfin, voilà, il a débordé complètement, et je suis désolé, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une méthode de nazi d'aller exécuter des gens qui n'ont aucun rapport avec la prise d'otages. Là aujourd'hui, l'opinion publique est vraiment en train de prendre conscience de ce qui se passe à Gaza. Et on a même des soutiens d'Israël qui sont en train de dire attendez, c'est une boucherie là-bas, c'est un massacre, il faut que ça s'arrête. Comme par exemple Bernard Kouchner. Certains, c'est qu'ils participent avec Israël au massacre des Gazaouis, de Gaza en particulier. Et ça, faut peut-être garder de l'argent, mais ça, c'est pas bien. C'est pas bien plus que c'est pas bien. C'est irregardable, c'est scandaleux. C'est une boucherie. Alors, bon, je sais, je suis un grand défenseur de l'État d'Israël, mais pas de ses pratiques actuelles. Ça, elles ne peuvent avoir lieu, elles ne peuvent se développer, elles ne peuvent faire que parce que les Américains les soutiennent. Comment nommez-vous, répondez-vous aux Israéliens qui vous disent attendez, mais vous les Occidentaux, vous avez bombardé aussi des civils à Mossoul, à Raqqa. C'est pas une raison pour faire les conneries qu'on a faites. On a détruit Dresde complètement. Est-ce que c'était nécessaire? Oui, pour gagner la guerre. Mais c'est toujours nécessaire pour gagner une guerre. Là, région, ce qui fait partie pour beaucoup d'Israéliens du projet. Oui, et en même temps, ils installent 22 autres colonies en Cisjordanie. Aujourd'hui, c'est ça. C'est très joli de vouloir la paix à Gaza, mais on les met où, les Gazaouis? Où est-ce qu'on les met? Parce que pour faire la paix, où il faut qu'ils restent sur ce territoire que l'on reconstruirait, c'est d'ailleurs le plan de paix arabe. Israël aujourd'hui même annonce de nouvelles colonies illégales en Cisjordanie occupée. Il continue à le faire. Que devraient faire les Européens d'après vous? Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, il faut absolument qu'ils arrêtent cette guerre, c'est-à-dire une guerre de bombardement où on tue les populations. En fait, cela, on les met où? C'est très joli de vouloir la paix. Je veux la paix à Gaza. Et qu'est-ce qu'on fait des gens? On les pousse? On les met où? Là, on est en train de nettoyer, enfin les Israéliens,
de se préparer à investir la Cisjordanie, en gros. Est-ce qu'on même aussi poussé des villages arabes? Bien sûr, qu'est-ce qu'on en faisait? Ça, c'était les survivants. C'était les gens qui n'étaient pas morts, qui avaient eu la chance de pouvoir échapper. Maintenant, c'est pas pareil. Ce sont des gens qui sont installés et d'une certaine façon, je me souviens ce que disait mon père, ils sont devenus aussi dégueulasses. Voilà, c'est un vrai pays. Maintenant, ils sont dégueulasses. C'est une peine pour vous, visiblement. Hein. Comment? C'est une peine pour vous. Oui, c'est une grosse peine pour moi. Parce que je connais bien le terrain, comme on dit, le terrain. Enfin, bon. Et depuis, je sais pas, 20 ans, je suis plus que ça. Donc, selon vous, la France devrait dès maintenant reconnaître l'État palestinien? Maintenant ou pas, de toute façon, il faut savoir ce qu'on fait après. C'est ça le débat du moment. C'est trop facile de reconnaître ça, mais je suis pour qu'on le reconnaisse, bien sûr. Mais ça veut rien dire, parce qu'on fait quoi après? On arrête la guerre. On met où? On reconstruit sur le terrain? C'est ça le plan arabe. Et je pense que... Voilà, qu'est-ce que... Oui, ça me désole. Ça me désole parce que Israël change aussi et ils sont pas capables de faire connaître leur désir profond de paix. Et je voudrais juste profiter du fait qu'on parle de ce sujet-là pour faire une mise au point. On m'a beaucoup reproché de soutenir la Palestine alors que je m'appelle Laurent, que je suis pas musulman. Alors, je vais être très clair avec vous. Effectivement, je suis pas musulman. Je suis chrétien, non pratiquant, à vrai dire non croyant, mais bon, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, j'ai été confirmé, bon bref. Mais en tout cas, je suis un humain, j'ai un cœur et je peux pas accepter et vivre dans un monde où il se passe ce qui se passe à Gaza. Donc oui, je soutiens la Palestine. Si ça vous plaît pas, je m'en bats les couilles, mais alors vraiment désabonnez-vous, j'en ai strictement rien à foutre. Si dans vos vies, vous soutenez seulement les personnes qui ont la même religion que vous ou qui viennent de la même communauté, c'est votre problème. Moi, c'est pas mon cas. Je suis un humain et vu que je suis un humain, je soutiens la Palestine. À partir du 1er juillet, il sera interdit de fumer dans des lieux publics où il y a des enfants. Donc, ça comprend les plages, les parcs, les jardins publics, l'abord des écoles, les abribus et les équipements sportifs. Une nouvelle qui déplaît fortement aux fumeurs, mais qui fait le bonheur de ceux qui ne fument pas comme moi, je vous l'avoue. En tout cas, sur les plateaux, le débat est vif autour de ça. Non, c'est pas d'arrêter de fumer dans la rue, c'est d'arrêter de fumer quand il y a des gens autour de vous. Il y a des gens tout le temps autour de vous. Il y a des gens tout le temps. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On n'a plus le droit de fumer chez soi parce qu'il faut pas fumer devant ses gamins, il faut pas fumer devant sa femme, faut pas. On n'a pas le droit de fumer à côté des écoles, dans les parcs, alors les plages, moi je trouve que c'est normal. Un mec qui laisse son mégot sur la plage, c'est 1000 balles, après on n'en parle plus. Mais sans déconner dans la rue. C'est déjà sanctionné. Mais on va fumer quand en fait? Non mais moi je fume plus. Oui, c'est hypocrite. Non mais c'est n'importe quoi. Elle va pas jusqu'au bout de la logique. Non mais là on roule sur la jambe. Parce que les enfants, il va y en avoir partout, pas seulement dans les abribus. J'ai pas compris le coup des abribus. Non mais le mec qui fume son cigare, vous n'êtes pas obligé de rester à côté de lui en fait. Ah bah oui. Ah bah tiens. En fait, c'est ceux qui fument pas qui vont devoir se décaler. Mais c'est toujours pareil. Mais moi, dans le si ton parfum me plaît pas dans la rue, je vais pas dire mais c'est caractéristique. C'est vraiment ce pays. C'est-à-dire ceux qui empoisonnent, c'est eux qui ont tous les droits. Ceux qui sont tranquilles, ils doivent se décaler, ils doivent mettre leurs enfants dans des écoles privées, etc. Mais c'est incroyable. Non mais non, vaut mieux fumer le cigare. Parce que le cigare, c'est des produits naturels. Dans une brocante. Oui, vaut mieux, oui, bien sûr. Mais ne fumez plus, les amis, votre santé. Il y a le porte-monnaie aussi, mais surtout votre santé. Là, c'est vraiment pour vous. Moi, honnêtement, bon, il y a plein de gens qui fument autour de moi. Je m'en fous un petit peu. Bon, je vous avoue que c'est un peu désagréable d'avoir de la fumée quand on fume pas, mais votre santé, pensez-y. Demain, événement pour le sport français. Le Paris Saint-Germain affronte l'Inter de Milan en finale de la Ligue des Champions. Le club parisien a rendez-vous avec son histoire et pourrait remporter sa première Ligue des Champions, ce qui ferait le bonheur de toute une ville. Ça serait vraiment l'explosion dans Paris. Et c'est bien ça le problème justement. Lors de la qualification pour la finale, il y a eu beaucoup d'incidents. On en avait déjà parlé. Et bien là, les commerces des Champs-Élysées sont déjà en train de prendre des précautions. Ça se passe à l'instant sur les Champs-Élysées. De nombreux commerces sont en train de se barricader à la veille de la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. La préfecture a même demandé aux commerçants d'être fermés entre samedi 19h et dimanche soir 23h59. Ce sont donc des mesures extrêmement fortes qui sont en train d'être prises actuellement sur l'avenue des Champs-Élysées et aux alentours pour éviter les mêmes scènes que l'on a pu voir après la demi-finale contre Arsenal où il y a eu des débordements. Les commerces sont donc en train de prendre des précautions en protégeant leurs devantures avec des barricades de fer, de bois en attendant le match de demain soir. À savoir d'ailleurs que 5400 policiers et gendarmes vont être mobilisés, dont la moitié sur les Champs-Élysées. La préfecture qui a d'ailleurs interdit toute fan zone publique en plein air demain. Il n'y en aura qu'une sur Paris, ce sera au Parc des Princes avec un accès payant.
Évidemment, je vous tiendrai au courant toute la soirée, toute la nuit sur Brut et sur mon compte avec des images sur le terrain, peut-être de fait et d'éventuels débordements s'il y en a en fonction de l'évolution de la situation. En tout cas, je serai sur le terrain pour vous informer. Je vous dis donc à demain pour plus d'informations et merci pour votre suivi. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il y aura des débordements, peu importe le résultat de cette finale. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une rave party qui a été installée en Lozère. Et il y a eu pas mal de tensions entre les agriculteurs et les teufeurs, on va dire. Pour l'instant, les agriculteurs ont gagné en utilisant des méthodes musclées. Honnêtement, c'est viril mais correct. Ça joue, messieurs. Et bonjour à tous. Je ne sais pas si on leur a dit notre façon de penser. On leur a surtout dit qu'on ne pouvait pas s'installer dans un terrain sans autorisation. Il y avait un arrêté qui avait été pris par le préfet de la Lozère ce week-end, comme malheureusement très souvent et assez régulièrement en Lozère, d'interdiction de rassemblement de technival, de choses comme ça. Et certains ne respectaient pas cet arrêté, donc c'est peut-être ce qu'on leur a un peu expliqué hier, oui, effectivement. Ouais. On en est où ce matin alors ? Alors, hier, on a quand même une première victoire chez nous, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'une rave qui arrive à s'installer, on la fasse arrêter rapidement. Donc la musique a été arrêtée hier soir. Et normalement, les derniers doivent partir là dans le petit matin, on espère. Ah oui, dites donc, votre méthode, qui était la méthode forte, ça fonctionne ? Oui, alors, hier, il y a eu un moment de tension, c'est vrai, le matin, quand les premiers sont arrivés, où les agriculteurs, ils sont arrivés sur place assez rapidement pour bloquer l'accès au site. Ils ont été après secondés par la gendarmerie, mais il s'est joué derrière un travail important qui, celui-là, ne fait moins de buzz ou moins d'images choc. C'est un travail avec nos services d'ordre et notre préfecture, où nous avons travaillé, où la mairie, il faut remercier le maire du village qui a beaucoup travaillé avec le préfet, la présidente de la Chambre d'agriculture également, afin de permettre d'avoir les autorisations de faire cesser. Je préfère quand c'est l'amour est dans le pré, moi. Messieurs, dames, on a Pascal Praud qui a eu un éclair de génie. C'est rare les fois où je suis d'accord avec lui. Là, je suis d'accord avec Pascal. Oui. J'ai une idée. Là, je vais les mettre dans la difficulté des hommes politiques parce que je voudrais que d'autres les reprennent. Je souhaiterais qu'on cumule toutes les retraites des hommes politiques avec un plafond. Parce que c'est pas normal d'avoir retraite de président de la République, retraite de président du conseil régional, retraite de député, retraite de président de ceci, retraite de commission, etc. À qui, là, François Hollande ? Des retraites. Je pense par exemple des gens comme Moscovici, il a 50 retraites. Ouais. François Hollande, il a combien ? Il a 40 000 euros de retraite, donc on plafonne à 10 000. Allez voir Jean-Luc Mélenchon. On plafonne à 10 000 parce que c'est le même job en fait. Oui. C'est le même job. Mm-hmm. On est d'accord ? Oui. Oui. T'es dans la fonction publique. Donc Sauf si tu exerces successivement. Il a combien de retraite, François Hollande ? C'est 40 000 euros, je crois, ou 35 000 euros de retraite. Donc ça serait... Parce que comme ils nous demandent de faire des efforts, qui commence par eux. Je suis d'accord avec toi, Pascal. Voilà ce que j'en pense. C'est très très rare. Vraiment très rare. Mais là, je suis d'accord avec toi. C'est une bonne proposition. Bon, on sait que ça se fera jamais. On va pas se mentir. Mais du coup, moi, j'ai une proposition aussi. Pour moi, dans mon livre, ils devraient choisir une seule retraite. Voilà, de toutes les retraites qu'ils peuvent avoir, ils choisissent celle qu'ils veulent, et voilà, comme nous. On va terminer avec un peu de douceur, le clash entre Magali Berda et Bastos. En fait, elle a fait une vidéo YouTube, on la mettra sûrement demain en live Twitch, en direct, donc comme ça, vous le savez. Je vous mets un petit extrait, vous allez voir Magaloche, elle reprend du poil de la bête. Ils se sont construits un monde, ils sont des immenses boss, des gigantesques stars. C'est une illusion profonde, c'est lunaire. Elle est persuadée d'être la papesse de l'influence, de machin et tout. Tout est faux. Ils savent pas ce que c'est vraiment de travailler, ils vont dans un bureau, ils font n'importe quoi toute la journée. Excuse-moi, stop! Alors déjà, je suis personne. Mais alors vraiment, je ne suis personne, les amis, faut descendre sur terre. Je m'en contrefous. Je sais pas d'où t'as sorti ça, parce que je suis jamais arrivée comme ça en disant « Je suis la papesse ». C'est plutôt les médias qui ont dit ça, tu vois, c'est pas moi. Si tu peux regarder d'ailleurs les titres des médias institutionnels, je vois pas à quel moment on a fait quelque chose de prétentieux ou d'autant. Enfin, c'est plutôt toi là qui est autant, tu sais, c'est pas moi. Hein. Moi, je montre ma vie comme ça, les gens ils regardent pas, je m'en contrefous. Et ensuite, dit, ils arrivent comme ça, ils travaillent, mais ils savent pas trop où. Bah, tu sais, je vais
t'expliquer quelque chose. On a une entreprise, elle a 10 ans. Tu sais ce que c'est la durée de vie d'une entreprise en France? C'est dur, malheureusement, les entrepreneurs, ils en chient, tu vois. Et nous, elle a 10 ans, cette boîte. Et on est passé par un redressement. Tu sais ce que c'est un redressement judiciaire? Et encore, comme je disais, pour subir un redressement judiciaire, il faut avoir les épaules solides. Mais tu sais pas ce que c'est, parce que tu l'as jamais vécu et je te souhaite de jamais le vivre. Ensuite, quand tu me dis, on est personne, on n'a jamais rien fait, l'entreprise, elle sert à rien, tu sais, moi, je viens de rien, comme tu le dis, et tu peux me remettre à ma place, hein, parce que vraiment, j'ai pas de souci, moi, y être à ma place. Je viens vraiment de rien. Et certainement encore moins que toi. C'est-à-dire, moi, je viens vraiment de la merde. Très fière. Et j'ai réussi toute seule à la sueur de mon frère à monter une boîte qui a fait 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec tout le respect que j'ai pour toi, le jour où tu auras fait 2% de ce que j'ai fait dans ma vie, tu pourras parler. Puis si j'y arrivais pas, tu vois, tu parlerais pas de moi, parce que si j'étais insignifiante, inexistante et morte dans le film, tu serais pas en train de faire des live Twitch sur moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je prends ça comme un compliment en vrai. Ils te sortent des rendez-vous où ils ont une idée comme ça, genre qui ne verra jamais le jour de n'importe quoi, et tu prends 3 heures pour l'expliquer à des gogoles. Les gogoles, c'est nos employés. Tu passes tes journées à faire des leçons de morale aux gens parce que t'es un être supérieur qui sait tout et qui est extrêmement parfait. Et tu traites des gens qui se lèvent le matin pour travailler, tu vois, qui sont dans mon bureau, tu ne les connais pas, mais tu les traites de gogoles. C'est pas bien. C'est pas cool. Parce que mon chat, t'es vraiment un gogol par contre, vraiment, tu vois, moi mes salariés, ils en ont chié avec nous, et aujourd'hui ils méritent le respect. En attendant, les employés, les gogols, t'en as pas dragué une ou deux toi? C'est vrai, j'ai oublié. Le problème avec Magali, c'est qu'elle est pas honnête, même dans son discours. En fait, elle a l'impression qu'elle est critiquée parce qu'elle a réussi. Il y a plein de gens qui ont réussi et qui ne sont pas critiqués. Ce que les gens critiquent, c'est comment Shawna Evans a fait 40 millions de chiffre d'affaires, parce que c'est elle qui parle de 40 millions. Le chiffre d'affaires, il est pas propre. Voilà, le dropshipping, les contrefaçons, les CPF, et un autre truc dont on parlera dans une prochaine vidéo, parce que c'est vraiment comme ça que les agences d'influence ont fait fortune. Bah, si on enlève tout ça, t'es absolument pas à 40 millions d'euros. Alors certes, ça a été la meilleure dans son domaine, mais c'était un domaine qui n'était pas régulé, un nouveau métier, et en fait, c'était le Far West, c'était OK Corral. Il se passait plein de choses, et les vraies victimes dans cette affaire, c'est les consommateurs, c'est les Français, et il n'y a jamais un mot pour eux. En fait, c'est pour ça qu'elle est ciblée. Jamais on l'a entendu s'excuser, jamais on l'a entendu se remettre en question, c'est toujours pareil. Donc, est-ce que Bastos a des choses à se reprocher? Ça, je sais pas, d'ailleurs... j'ai hâte qu'ils répondent à la réponse de Magali. Mais franchement, Magali, il y a un moment, faudrait assumer un petit peu ses actes. L'histoire que tu te crées, tout ça, enfin, on n'y croit pas. Et d'ailleurs, il y a 1 million de preuves qui démontrent ta version, enfin, tes versions. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la partie 2 sur Adé Laurent. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater le live demain à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.